Être à l'heure. Ok, voilà, donc là j'enregistre, je vais partager ma fenêtre, partage. Ça veut bien fonctionner. Ok. Alors, je vais commencer par quelques aspects techniques sur comment vous allez être évalué. Ça vous intéresse, a priori. On va commencer par ça. Alors, l'évaluation en Master Pro et en Master Recherche sera un petit peu différente. En Master Pro, il y aura donc, et en Master Recherche, il y a un examen à la fin du cours. Dans le cadre du Master Pro, l'examen durera 1 heure. Dans le cadre du Master Recherche, vous resterez 1 heure de plus. Donc, il durera 2 heures. Dans le cadre du Master Pro, les TP seront notés. Dans le cadre du Master Recherche, les TP sont facultatifs et donc ne sont pas notés. Voilà, donc on ne note pas de la même manière pour les deux parties. Ça va? C'est clair? Voilà. Vous n'êtes pas content, c'est pas de chance, mais voilà. Disons que du côté master recherche, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'examen, il y aura forcément un problème un peu plus difficile de raisonnement, voilà, qui vous sera demandé. Après, bien évidemment, je vous encourage en master recherche à faire les TP comme les autres. Voilà. Parce que ça pourra vous aider pour la suite. Parce que c'est quand même là où, en général, on arrive à mieux comprendre un certain nombre de points. OK? Voilà. Donc là, je vais vous parler. Alors, le cours, il s'appelle, quand on sait le sigle, c'est ASI. L'interprétation du A, elle est double. C'est-à-dire que soit vous pouvez le voir sur un cours sur les architectures pour les systèmes intelligents, soit vous pouvez le voir comme étant un cours qui parle d'agents pour les systèmes intelligents. D'accord? Voilà, donc en pratique, il y a ces deux niveaux qui sont présents et franchement, vous pouvez choisir la manière d'interpréter que vous voulez. Les deux sont bonnes. Alors, le lien vers le cours, celui-là, il doit être un peu trop vieux. Ceux qui sont en master recherche, vous avez déjà le lien, je pense, vers le cloud. En master pro aussi, je pense que vous l'avez l'année dernière. Euh, Mais si vous ne l'avez pas, ben après vous me demanderez, je vous enverrai un mail et on regardera ça. Alors, juste, est-ce que j'ai mis un plan avant? Non. D'abord, oui. OK. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et le téléphone, c'est pas maintenant, les messages et compagnie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système intelligent? Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Je dirais que contrairement au cours d'IA que vous avez tous eu, là, on va pas s'intéresser vraiment juste à un algo d'IA en particulier. On va s'intéresser beaucoup plus au côté du système et comment s'assurer qu'on puisse avoir un système qui est intelligent. Et je vais essayer de vous montrer que c'est pas parce que vous avez un algo d'IA dit intelligent en lui-même que vous faites de l'intelligence artificielle que votre système sera intelligent. Et si vous voulez que globalement le système que vous manipulez puisse faire preuve d'un petit peu d'intelligence, si tant est que je sache définir l'intelligence, et je ne sais toujours pas, eh bien, il va falloir regarder d'autres choses et c'est ça pourquoi on va se focaliser ici. Donc, qu'est-ce que c'est un système intelligent? Globalement, un système intelligent, c'est défini par le fait que c'est un système qui a des capacités d'action. Donc, si votre système n'agit pas, il ne peut pas être globalement intelligent. C'est un système qui a des capacités de communication. C'est un système qui a des capacités à traiter des informations qui sont multimodales. Et en général, ça va être un système qui va être capable de s'adapter ou d'apprendre avec le problème de la distinction entre qu'est-ce que ça veut dire s'adapter et qu'est-ce que ça veut dire apprendre. Voilà, ça, on en reparlera plus dans le cours adaptation-apprentissage pour ceux qui feront ce cours-là. Globalement, si vous regardez la définition qui est donnée de ce qu'est un système intelligent, donc la définition formelle qui date il y a quelques années, c'est un système qui va englober des capteurs, les logiciels, les ordinateurs intégrés dans les machines et les appareils. Donc, ce sont des outils qui vont amener
la puissance de la technologie informatique dans notre vie quotidienne, et dans les pratiques commerciales. Et il s'agit donc d'un ensemble de technologies qui imitent et améliorent les capacités humaines à percevoir, raisonner, prendre des décisions et agir. Donc, ils vont permettre aux machines d'anticiper les exigences, de traiter des informations des environnements complexes, inconnus et imprévisibles. Voilà. C'est la définition officielle. Je pense pas qu'elle nous aide beaucoup plus que ça. Ça nous dit juste qu'effectivement, les systèmes intelligents, c'est une problématique très vaste. Alors, les défis d'hier et de demain, j'ai fait exprès de garder en fait des images qui sont vieilles de ces trucs-là. Donc, c'était des images que j'utilisais au tournant de l'an 2000 parce que ça montrait, entre guillemets, la robotique du futur. Alors, c'est marrant parce que là, plus de 20 ans plus tard, c'est presque toujours vrai, si ce n'est que ça fait un petit peu cheap les technoplastiques, parce qu'on n'aime plus trop ça aujourd'hui, hein, c'est plus des histoires de design qui sont là. Mais globalement, voilà, il y a un défi de demain, c'est de se dire, est-ce qu'un jour on pourra avoir des robots intelligents et qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir ces robots intelligents? Donc ça, il y a des interrogations là-dessus. Sony, à la fin des années 90, voulait vendre des robots chiens comme celui-là. On en a un au labo, qui sont des choses assez marrantes, avec l'idée que les gens allaient les utiliser comme étant des animaux domestiques, mais en même temps, ça serait genre les nouvelles consoles de jeux du futur. Et Sony a arrêté ses projets là-dessus, a complètement coupé ces projets-là. Pourquoi? Alors ça existait, hein, c'était vendu dans le commerce, c'était vendu à un produit grand public, c'était intéressant en termes de techno, mais donc il y a caméra, audition, voilà, processeur pour traiter à la fois les images et en même temps gérer les déplacements. Le chien était sur le Wi-Fi, donc théoriquement on aurait pu faire plein de choses. Sauf que c'était juste une sorte de Tamagotchi très cher et les gens se sont assez rapidement désintéressés de lui parce qu'au final, on se rendait bien compte que oui, il y avait quelques petits jeux qui étaient proposés, mais c'était des jeux élémentaires, c'était sympa pour épater les copains quand ils viennent à la maison pour leur montrer, regardez, j'ai un robot. Mais au bout de 5 minutes, tout le monde a fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec ce robot et donc on le laisse dans un coin et finalement, c'est moins intéressant que le robot aspirateur on va oublier, mais qui au moins lui va pouvoir nous rendre un service. Ok, voilà. Donc là, malheureusement, pour l'instant, ça n'a toujours pas décollé. La question de se demander est-ce que la robotique dite interactive va pouvoir se développer, c'est toujours une question. Pareil, donc là, vous avez le robot de Honda à l'époque, donc qui a été le premier robot humanoïde à être capable de marcher, je crois que c'était en 98 ou 97. Ce robot humanoïde, ça a vraiment été un choc pour la communauté robotique parce que on avait plutôt l'habitude de voir, comme dans les films de science-fiction, vous savez, les premiers robots qui essaient de marcher, qui n'arrivaient pas à marcher. Ça avait été notre lot pendant 40 ans, quoi. Donc, ça avait été très long d'avoir des robots capables de marcher. Et Honda, quand il était arrivé dans ce domaine-là, en plus, il est arrivé de manière très secrète, avait livré un robot humanoïde capable de marcher. Ça avait impressionné tout le monde. Sauf que, pareil, Honda s'est retiré du marché des robots humanoïdes. Ils ont complètement arrêté. Alors, ils ont déposé plein de brevets. Ça leur a permis de développer beaucoup de compétences en mécatronique. Mais au final, voilà, Honda a laissé ça de côté. Ils y reviendront peut-être, hein, puisque là maintenant, c'est Tesla et compagnie qui sont sur les devants, le devant de la scène. Mais je dirais, il y a une histoire de déjà vu, c'est-à-dire que des gens qui nous vendent le fait que ça y est, les robots humanoïdes vont faire des miracles, ça fait un moment, oui. Ouais, je crois que c'est surtout Honda, ils ont arrêté parce qu'en fait, ils ont acheté Boston Dynamics. Alors, c'est pas eux qui ont racheté Boston Dynamics. Non, c'est SoftBank qui a racheté Boston Dynamics. Mais Honda, enfin, oui, ils ont arrêté les robots humanoïdes début des années 2000. Donc, après avoir mis en place vraiment toute l'infrastructure, bien avant que Boston Dynamics ne soit vendu. Voilà. Et après, Boston Dynamics a changé plusieurs fois de propriétaire. Et il me semble qu'en ce moment, c'est SoftBank le propriétaire. Comme Aldebaran Robotics, pour ceux qui connaissent la petite robotique humaine qui est en France, qui est aussi maintenant propriété de SoftBank, qui est un groupe japonais.
Ça va? Arrêtez-moi. Voilà. Ah, pardon, oui, c'est ça. Alors, voilà. Et en DAL, leur idée, c'était d'aller vers ça. Donc, ça, c'était la version un petit peu futuriste de leur robot en disant, bah, OK, il va être plus petit, il sera moins dangereux et on pourra faire plein de choses. Il faut voir aussi que finalement, parmi d'autres défis de ces systèmes intelligents, il y a des choses qui ne ressemblent pas à des robots, mais qui sont sûrement peut-être le cœur des systèmes intelligents. Donc, ne vous focalisez pas sur le truc que si je vous parle d'un système intelligent, ça doit être un robot. Franchement, dans le cadre de ce cours, c'est le dernier de nos problèmes. Il y a plein de systèmes intelligents qui n'auront rien à voir à faire avec des robots. Et typiquement, bah, la domotique, déjà, ça ressemble pas à un robot, mais c'est sûrement en ce moment les applications de la robotique qui impactent le plus le grand public, où on a bah, des maisons avec tout un ensemble de capteurs, où on a maintenant des effecteurs et la capacité, sur la base même de petits PC, à automatiser cette maison et voire à la rendre relativement intelligente. Donc ça, il y a des choses intéressantes qui se passent là-dessus. Il y a des choses aussi qui se passent, qui sont intéressantes sur des aspects de télémédecine, où de plus en plus, ben, les systèmes de télémédecine sont des systèmes intelligents en eux-mêmes. Même si évidemment il y a une personne à distance, mais il y a quand même tout un ensemble de choses qui doivent être gérées en autonomie, localement, avec donc capteurs, effecteurs. Et l'autre niveau, alors je ne sais pas si ça ressemble, maintenant on a des trucs plus jolis, mais ça continue, hein, donc ça, bah, c'est clairement tout ce qui est réalité augmentée, réalité mixte, qui sont des domaines aussi du système intelligent, puisque là, on va principalement essayer de vous donner de l'information, mais en même temps, pour vous donner l'information, ce système-là, il doit être bardé de capteurs, il doit savoir exactement dans quelle direction vous regardez, il doit être capable de traiter les informations complètement en temps réel. Donc, c'est vraiment un exemple typique d'un système intelligent. Il doit accéder à des bases de données, pouvoir superposer une représentation de ces bases de données avec ce qui se passe et en général être capable de vous contrôler. Puisque c'est un peu le but de ces systèmes-là, même si c'est pas dit comme ça, c'est que finalement, c'est le système qui va vous permettre de faire des choses et qui va faire que même si vous n'avez pas les compétences, eh ben, vous allez pouvoir rentrer dans une armoire électrique, aller sectionner les bons fils, aller rebrancher les bonnes fiches, simplement parce qu'il y aura un système qui vous guidera étape par étape en vous disant que faire. Voilà. Alors, au niveau rover, bah, c'est pareil, hein, on a donc depuis des rovers martiens, des robots style Roomba, des drones militaires. Donc, on a tout un ensemble de systèmes qui existent avec, si on se focalise sur le côté intelligence, quelque chose qui est tout le temps assez surprenant, c'est que le fait que si vous regardez l'intelligence de votre système, entre guillemets, hein, ou l'autonomie. Et là, si vous regardez le prix, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus ils sont chers, moins ils ont tendance à être intelligents et on a une courbe qui ressemble plutôt à ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez perturbant sur le fait que, au final, les systèmes entre guillemets les plus intelligents, c'est les moins chers. Donc celui qui globalement a le plus d'autonomie dans sa prise de décision, c'est clairement le Roomba ou les autres robots aspirateurs que l'on a maintenant. Et celui qui est le moins autonome et le moins intelligent donc, de ce point de vue-là, parce que finalement il va rien décider seul, c'est le rover martien. Il n'y a rien à faire. Les gens de la NASA, ils coûtent plus que son poids en or. Il est hors de question qu'ils prennent le moindre risque. Il y a une équipe au sol, en général d'une dizaine de personnes qui contrôlent le rover en permanence. Donc, de toute manière, on paye 10 personnes à réfléchir à la place du robot. Donc, c'est pas super grave. Et si en 10 ans, il a fait qu'une dizaine de kilomètres, eh bien, on est super fiers de ça. C'est voilà. Donc, en fait, il faut tout le temps penser à ce truc-là, que finalement, il bouge pas tous les jours, le rover, et que quand il bouge, il va juste bouger de quelques mètres. Et même si les algos d'IA qui sont derrière seraient capables de faire une planification relativement autonome, eh bien, on n'a jamais laissé les chercheurs qui travaillaient là-dessus vraiment tester leurs algos. On les a testés sur Terre. Voilà, tout le monde avait cru au moment où ils allaient lancer les rovers qu'enfin, ça allait débloquer des choses pour les gens qui faisaient de la recherche en robotique. Donc voilà, on y avait beaucoup cru au début des années 90 et en pratique, il s'est rien passé. Ça arrivera,
Ça arrivera manifestement, mais avec, vous voyez, les constantes de temps sont monstrueusement longues par rapport à ce qu'on espérait, hein, puisque, voilà, moi, quand j'ai commencé, je pensais que ça allait, qu'on aurait ça, qu'on aurait des super projets avec des rovers martiens. Le truc, c'est que, ben, voilà, il faut attendre de pouvoir lancer des centaines de rovers pour que finalement, on se sente forcé de donner de l'autonomie aux rovers. Donc peut-être qu'avec des nouvelles fusées, peut-être qu'en allant sur la Lune et en disant qu'on veut y avoir une présence fixe et qu'on a besoin vraiment de machines qui vont aider les humains, bah, dans ce cas-là, on passera à ce stade où toutes ces machines-là deviendront des robots avec une véritable autonomie. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est juste content en fait d'avoir entre guillemets une sorte de laboratoire sur roulette, mais qui est complètement téléopéré. Ça va? Donc, arrêtez-moi s'il y a des questions. Donc, l'autre aspect aussi, c'est que dans ce cours-là, je vais vous parler un petit peu du lien qu'il y a avec ce qu'on peut apprendre de la biologie pour fabriquer ces systèmes intelligents, parce que vous allez voir que globalement, bah, les ingénieurs, d'une manière générale, ce qu'on a pu faire en informatique et en automatique, les gens se sont pas mal trompés sur ce qu'il fallait mettre dans un système intelligent, et c'est aussi pour ça qu'on a eu beaucoup de flotte dans ce domaine-là. Donc, on va essayer de parler un peu de ça et on va essayer de voir aussi ce que ça nous apprend, ces systèmes biologiques par rapport à ça. En même temps, en restant réaliste. Le côté réaliste, c'est que quand vous regardez ces neurosciences du point de vue de l'IA, pour la plupart des ingénieurs, ça n'a aucun intérêt, ils s'y intéressent pas, leur système ne fonctionne pas du tout par rapport à ces choses-là, même si systématiquement, ils reviennent à la biologie quand ils sont en situation d'échec, mais après, une fois que ça marche, ils préfèrent dire qu'ils font différemment. Parce qu'ils préfèrent dire que c'est eux les champions et c'est tout. Vous voyez, c'est l'histoire de l'avion, hein, le fait de dire on a des avions qui volent plus vite que les oiseaux, c'est vrai, on a des avions qui volent différemment que les oiseaux, et donc les ingénieurs dans l'aéronautique, ça les intéresse pas finalement comment un oiseau vole, sauf que ces mêmes ingénieurs avant l'apparition de l'avion étaient persuadés qu'il était physiquement impossible de faire voler un plus lourd que l'air. Et heureusement qu'il y avait un certain nombre d'huluberlus qui ont regardé les oiseaux voler et qui ont commencé à essayer de mimer cette chose-là pour pouvoir développer le vol du plus lourd que l'air. D'accord? Voilà, et ça a démarré de cette manière-là. Okay. Donc, ça a démarré de cette manière-là. Après, ça a continué sur des voies qui sont assez divergentes. Mais même encore aujourd'hui, les ingénieurs en aéronautique apprennent des choses de l'oiseau. Et notamment, ils ont appris beaucoup de choses sur le fait que le plumage de l'oiseau, au lieu d'être quelque chose, entre guillemets, qui le freine et qui est moins bien que les jolis profils d'ailes bien optimisés, en fait, ça permet de faire des écoulements laminaires et ça retarde les moments de décrochage, ça permet à des avions de beaucoup moins consommer et on invente en ce moment des nouvelles structures pour les ailes qui sont inspirées de ça. Voilà, vous voyez comme quoi, en fait, entre guillemets, la bio-inspiration au sens large est tout le temps quelque chose qui est intéressant quand on est coincé sur un problème. Donc, voilà, donc pour d'autres, c'est la source d'inspiration. Et encore, bon, pour une petite partie de gens dont je fais partie, ça nous permet d'avoir des systèmes robotiques qui sont inspirés du vivant, de mieux comprendre le vivant. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on est plutôt dans le cas où on va mettre sur un robot des algorithmes qui sont directement donc des choses où le but c'est de comprendre comment ça marche chez nous. Et on va voir la différence entre le comportement de ce robot et le comportement de l'animal ou de l'humain qu'on essaye de modéliser. Et donc, ces différences, les erreurs du système, entre guillemets, vont nous renseigner sur finalement comment ça marche chez nous. Voilà, donc vous voyez, c'est des approches, on va du tout au tout, hein, et ayez juste bien conscience que c'est le cas aucun intérêt, c'est 90%. Hein. Et donc, les trucs dont on va parler sont plutôt dans les 10% qui restent. À côté de ça, la chose le point clé un petit peu du cours, d'accord, s'il y a vraiment une chose à retenir et sur laquelle je vais essayer de marteler, ça va être la notion de la cognition située. Cette cognition située, elle a notamment été défendue par un philosophe qui s'appelle Daniel Dennett, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui a été justement un pionnier du côté de la philosophie
sur le fait qu'on ne pense pas qu'avec notre cerveau et que si on était un cerveau désincarné, on ne serait pas capable de continuer à penser comme on pense, voilà, quand on est incarné, entre guillemets, quand on a un corps, et que, voilà, et que finalement, beaucoup, entre guillemets, de notre capacité à raisonner et de notre capacité à penser vient de notre corps. Et que d'ailleurs, si on regarde même tout ce qu'on a construit, les mathématiques qu'on a construit et compagnie, sont complètement liées à notre physique, à nos doigts, à notre base 10 qui vient pas de nulle part. Et voilà, et toutes les représentations qu'on se fait, globalement, on sait en même temps qu'elles sont très communes avec certains des animaux, les notions de nombre et compagnie, on les partage avec les animaux un petit peu de manière très générale. Et donc, il y a vraiment un lien très fort entre ce que nous, on pense comme étant des concepts abstraits et au final, le comment on a été au départ conçu juste pour survivre dans un certain environnement. Et on s'en détache pas tant que ça. Donc voilà, on va y revenir dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de cette cognition située et aussi après du fait qu'on va s'intéresser là à une intelligence artificielle qui est située et où c'est le système qui va nous apporter des choses par rapport à l'intelligence globale qu'on va constater. Alors, donc les domaines d'application sur lesquels on va travailler, donc là, je vous l'ai un petit peu déjà dit avant, c'est que évidemment, on peut avoir des systèmes robotiques ou des objets qui sont intelligents et ou communicants. Donc ça, c'est le cœur un petit peu globalement du master, hein, de parler de ce genre de choses. Mais ça peut être aussi purement des agents logiciels, parce qu'on peut fabriquer des sortes de bots qui vont être situés. Parce que justement, on va donner, ces bots vont être dotés entre guillemets de capacités de perception et de capacités d'action. On s'en reviendra sur des exemples un petit peu de ces choses-là, qui sont purement logicielles, mais qui montrent que ça peut vraiment être transposé assez bien à ces choses-là. Donc que ce soit pour, évidemment dans les jeux, ça c'est le côté le plus trivial, hein, les jeux sur ordinateur font un appel aujourd'hui très intensif à tout ce qui est des bots pour animer des personnages, les films de synthèse, mais aussi faire de la recherche d'informations sur Internet en ayant des agents logiciels qui vont pouvoir être distribués et qui vont pouvoir être mobiles sur Internet. Donc là, notamment, ces choses-là sont apparues à la suite de Java avec le fait de se dire, mais en fait, finalement, je pourrais avoir un petit programme Java qui ne va pas s'exécuter sur mon ordinateur, mais que je vais permettre d'aller se déplacer vers un ordinateur cible. Et on a commencé comme ça, notamment, à développer ce qu'on appelle des places de marché virtuelles. Et les grands fournisseurs, par exemple, aujourd'hui, ont des mécanismes de places de marché qui sont complètement virtuels et qui sont, entre guillemets, peuplés de bots. C'est-à-dire que c'est les bots des clients qui viennent sur le site du fournisseur, qui rencontrent les bots du fournisseur et qui se mettent d'accord entre eux sur le prix, les quantités, la qualité des produits qui vont être livrés. Et une fois qu'ils sont mis d'accord, eh bien, ça revient aux technico-commerciaux de reprendre la main pour finaliser les accords. Et ça permet comme ça d'aller beaucoup plus vite et de tester des choses avec plein de partenaires et de s'éviter de discuter avec une cinquantaine de partenaires. Mais ça existe aussi pour gérer des choses. Alors, au niveau de la justice française, c'est pas encore le cas, mais au niveau européen, par exemple, pour gérer des litiges, ils ont fait beaucoup d'expériences en utilisant des systèmes à base de bots pour essayer de mettre en place les réunions de conciliation, tout ce genre de choses qui prennent beaucoup de temps et d'aller-retour. C'est mieux, à la limite, si vous avez votre bot, vous lui donnez un petit peu les règles du jeu, comment vous voulez que ça fonctionne, et lui va essayer de répliquer à votre place. Ça vous épargne du temps et de l'énergie. Voilà. Mais ça, on voit que ça va apparaître de plus en plus, hein, puisque maintenant, même tous les assistants personnels vont devenir un petit peu ce genre de choses. Et clairement, les trucs du style ChatGPT, en fait, se contentent simplement de démultiplier les capacités qui étaient déjà pensées pour ces systèmes-là. Il y a de ça une bonne vingtaine d'années. C'était déjà dans les tuyaux. Hein, donc, à nouveau, pareil, il n'y a pas d'immense nouveauté juste maintenant, juste le fait que vous avez de la chance, il y a une conjonction de technologies qui font que vous allez pouvoir bien vous amuser dans les années qui viennent. Voilà. Et évidemment, tout ça, ça va nous amener surtout à une réflexion générale sur la programmation.
Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est le fait que, on va dire, en tant que peut-être informaticien, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que je peux repenser l'informatique sur la base de ce que vous allez apprendre dans le cours? Et si à la fin, vous concevez des programmes toujours de la même manière qu'au début du cours, c'est que j'ai échoué. Donc, j'espère juste que vous allez en tirer des leçons. Et donc, surtout, ben, notamment pour les étudiants en Master Pro, quand vous allez avoir vos projets de synthèse, d'arrêter de les penser comme étant une petite boîte indépendante où on essaye de résoudre des petits problèmes indépendants et après de tout assembler sur le fait que ce genre de stratégie, en général, va être voué à l'échec. Ça va? Alors, petit plan du cours avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, je vais continuer un petit peu l'aspect introduction en vous parlant notamment de la notion de système, des aspects de stabilité et d'asservissement. Donc ça qui me sont nécessaires pour pouvoir vous parler un petit peu de la suite et surtout que vous puissiez après discuter avec un petit peu les spécialistes des différents domaines qui sont impliqués. On va essayer de regarder différents types d'architecture de contrôle et de comprendre justement quelles ont été les voies qui ont été explorées par les spécialistes du domaine et qu'est-ce que ça va vous apporter comme boîte à outils pour concevoir vos systèmes intelligents. Vous allez voir qu'il y a plusieurs technos qui sont disponibles. On va regarder notamment alors après de manière plus en détail, on va regarder le côté de l'approche fonctionnelle versus les approches comportementales. Je vais vous montrer quelques exemples qui sont tirés de la biologie et qui amènent aujourd'hui à tout un ensemble de technos qu'on utilise beaucoup. Et l'élément clé ici, ça sera le fait que quand on parlera d'un comportement, quand on parlera de quelque chose, d'une tâche qui doit être réalisée, eh bien, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que vous devriez penser tous vos programmes, toutes vos tâches, tous vos comportements comme étant des états attracteurs. Ne plus les penser comme étant des suites d'instructions ou une recette de cuisine, mais plutôt les penser comme étant des états attracteurs. Voilà, donc ça va être mon objectif d'aujourd'hui. Il faut qu'à la fin de la journée, je vous ai fait rentrer dans le crâne qu'il faut changer de logiciel dans votre manière de raisonner et passer à cette notion que un programme, ça devrait être un ensemble d'états attracteurs et qu'il faut le penser de cette manière-là si on veut pouvoir concevoir des systèmes intelligents. Sans ça, vous êtes voué à l'échec. Oui. Ah, un état attracteur. Merci. J'avais espéré que personne ne me pose la question. Parce que, donc, je vais en reparler plus tard, mais oui, je pense que c'est bien que je vous explique. Donc, la notion d'un attracteur, c'est la même notion qu'on peut avoir en physique où, par exemple, la Terre nous attire. D'accord? Donc, un état attracteur, c'est un état où on va finir collé sur quelque chose. Donc, voilà, moi, la Terre fait que je ne vole pas, la gravité fait que, tac, je vis là, les pieds sur terre. En même temps, sous certaines conditions, mon état attracteur peut être plus compliqué qu'un état statique. Ça peut être le fait que la Lune, elle est en orbite autour de la Terre, et donc elle est sur une orbite qui est un état attracteur. D'accord? Donc, on peut avoir des attracteurs qui sont des attracteurs dynamiques et qui ont une certaine stabilité. Notre système solaire, par exemple, c'est un état, finalement, c'est une solution et qui est une sorte d'état attracteur où la plupart des planètes, ou la plupart des corps célestes restent sur leur orbite habituelle. Mais en même temps, si vous avez fait un petit peu d'astronomie, vous savez qu'il y a à la fois des météorites, il y a des corps qui sont sur des orbites qui sont instables, et dans ce cas-là, on n'a pas d'état attracteur ou on a des systèmes avec ce qu'on appelle des attracteurs chaotiques, qui sont justement ou des systèmes qui sont à la frontière du chaos, qui permettent de réaliser des choses assez intéressantes. Donc, on essaiera un petit peu de discuter ces notions-là et l'impact que ces notions-là peuvent avoir en informatique. Voilà, qui paraît peut-être un peu éloigné, mais c'est ça mon objectif du jour. Ensuite, dans des séances un peu plus lointaines, on va parler de la notion d'agent et de ces systèmes multi-agents. Et donc, je vous montrerai comment on les met en œuvre. Et ensuite, je vous montrerai comment on peut faire de la programmation en utilisant uniquement des éco-agents et comment même on peut résoudre des problèmes d'informatique classiques
en remettant en cause la version habituelle de programmer. Donc, typiquement, par exemple, le fait que si vous prenez les tours de Hanoï, le jeu du taquin, tous ces trucs-là qui sont habituellement résolus par des approches très top-down en IA, eh bien, on peut les résoudre aussi en utilisant des populations de petits agents très peu intelligents, mais qui, à cause de leurs interactions dynamiques, vont vous permettre de résoudre le problème. Ils vont pouvoir en plus vous le résoudre dans des conditions qui seront des conditions où il y aura du bruit, où il y aura des tas de choses complexes qui feraient que normalement la solution informatique habituelle est en échec. Donc c'est ça qui, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et à la fin, je vous parlerai d'apprentissage par renforcement parce que ben, ça va me permettre de transformer cette programmation par éco-agent, qui est une programmation où c'est toujours à nous, entre guillemets, d'être intelligent, de créer le programme qui va bien, en quelque chose qui apprend tout seul et qui donc, avec l'idée de vous montrer à la fin que finalement, tout ça peut devenir complètement autonome. Ça va? Et évidemment, on fera appel à des notions de réseau de neurones, de choses comme ça, mais comme vous les connaissez tous, ben, j'aurais pas besoin de rentrer trop dans le détail. Mais s'il y a quand même à un moment donné quelque chose qui vous bloque, ben, vous n'hésitez pas à me le dire. Mais notre objectif ne sera pas de nous focaliser sur un des points que vous avez déjà vus. OK. Donc, ben là, mon objectif, c'est de vous parler de cette notion de système et de parler donc des ces différentes approches de conception d'un système et d'analyser euh, on va dire, leurs points forts, points faibles. Et mon but, ça sera de vous apprendre à éviter les bugs qui apparaissent dans les grands systèmes informatiques ou robotiques. Un élément important, c'est que si vous pensez à pourquoi, par exemple, les logiciels de Microsoft sont buggés, bah oui, ils sont buggés parce que des fois, les concepteurs font un peu n'importe quoi, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des moments où toutes les parties d'un système informatique sont exemptes de bugs, et pourtant le système informatique bug. Pourquoi? D'accord? Pourquoi, si toutes les parties d'un système marchent bien, comment est-ce qu'il est possible que le système en lui-même ne puisse pas arriver à fonctionner correctement? Voilà, donc c'est ça qui va m'intéresser. Alors, les approches dans la conception des systèmes, la chose importante, c'est que il y a tout le temps un lien entre le codage et les architectures. C'est-à-dire que la manière de représenter vos données implique une solution. Et souvent, ça, vous n'avez, à cause un petit peu de nous, hein, en tant que prof, c'est-à-dire que quand on commence en licence, on vous apprend à découper un problème d'une manière descendante, on vous apprend à utiliser un certain nombre de structures parce que c'est pratique pour résoudre les problèmes qui vous sont posés. Mais en vous apprenant ces choses-là, on vous fige aussi dans une manière de penser. Et une fois que vous avez cette manière de penser, ben, toutes les solutions que vous allez apporter, elles rentreront dans ce moule-là. Et dans certains cas, remettre en cause cette manière de penser peut vous permettre d'aller plus loin. Et il existe aussi un lien à nouveau entre l'architecture et les contraintes de temps réel. C'est-à-dire que si vous devez faire du temps réel et que ben, vous considérez juste que le temps réel, c'est quelque chose qu'on rajoute au système en disant je prends n'importe quel programme et je vais pouvoir lui rajouter des contraintes de temps réel et parce que je vais le faire tourner sur un OS temps réel, alors tout va devenir temps réel et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes, eh bien à nouveau, vous vous plantez, ça ne va pas marcher. Le fait, par exemple, de vouloir avoir un système qui doit respecter des échéances de temps réel, eh bien, va vous forcer à changer votre vie. Voilà, donc ça, c'est super important de penser ça parce que c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on vous a dit parce que ben moi le premier alors j'enseigne plus trop en licence mais quand j'enseignais l'informatique aux débutants on explique bien qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un programme ça se passe bien et en fait globalement ce que je vais essayer de vous apprendre cette année c'est qu'il faut un peu casser tout ça si vous voulez aller plus loin. Donc en termes d'approche de conception on a des approches qui sont dites symboliques. Donc, en général, celles-là, vous les connaissez. C'est-à-dire que
habituelle avec une approche descendante de la programmation. C'est une approche qui consiste à partir des concepts, des symboles, et à regarder finalement comment on va les implémenter et comment à la fin on va connecter ces symboles avec une capacité à catégoriser des choses. Donc ça, on va dire, c'est l'approche classique de la conception d'un système. Il y a des gens qui, voyant les limitations de ces approches symboliques dont on a parlé en cours d'IA, eh bien, se sont dit, ah, il faudrait passer à des approches dites sub-symboliques, en disant, bah, OK, il faut quand même regarder un peu derrière, qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut aussi avoir des approches qui sont dites asymboliques, où dans notre système, il n'y aura plus aucun symbole. Et que ça peut fonctionner, et que sûrement, nous, notre manière de fonctionner, elle est plutôt de cette nature-là. C'est-à-dire que pour nous, les symboles dont on parle n'ont aucun sens. C'est un point de vue personnel, je ne peux pas le prouver, mais c'est vraiment cette idée que oui, je peux utiliser des mots compliqués, je peux vous parler de plein de concepts complexes, de la conscience, de ce genre de choses, mais en pratique, je ne suis pas vraiment capable de le définir, ou même quand j'ai une définition, cette définition, elle est forcément fausse, et elle ne s'applique que à ma création à moi. C'est-à-dire que je crée le mot conscience, je crée une définition de ce qu'il peut avoir, mais globalement, ce n'est pas super pertinent. OK. Ça va? Voilà. Et finalement, quand je raisonne, la plupart du temps, je raisonne sans ces symboles-là. C'est juste d'une manière externe qu'on va échanger à propos de ces symboles. Et notamment, le fait qu'on arrive à se comprendre, c'est pas forcément parce que j'utilise un mot plutôt qu'un autre, parce que j'essaye de parler correctement. Je peux très bien parler d'une manière qui soit syntaxiquement incorrecte et malgré tout, on va pouvoir se comprendre. Bon. Le fait de pouvoir se comprendre, finalement, c'est qu'on va être capable, vous et moi, de se mettre sur une sorte de même état attracteur. Et les mots que j'utilise, ce sont juste des actions qui ont pour but de mettre vos réseaux de neurones dans un état relativement similaire de l'état dans lequel peut-être se trouve mon cerveau. Et avec un peu de chance, eh bien, en faisant l'hypothèse que vous pensez normalement comme moi ou que moi je pense comme vous, eh bien, on peut justement prêter des intentions aux autres et on peut comme ça échanger des choses et assez souvent se mettre d'accord sur quelque chose et croire qu'on se comprend les uns les autres, même si la plupart du temps, on se rend compte au bout d'un moment qu'on ne s'est pas si bien compris que ça. OK? Voilà. Parce que finalement, si normalement le langage était entre guillemets parfait, il suffirait d'échanger des choses complètement formelles et automatiquement, ça nous mettrait dans le bon état et on aurait tout compris. Mais en général, vous vous rendez bien compte que c'est pas le cas, qu'il faut refaire, vous, l'expérience des choses pour arriver à comprendre ces choses-là. On n'arrive pas à le comprendre juste parce que quelqu'un va nous le dire et va essayer de nous l'indiquer de cette manière-là. Voilà. Alors, donc ça, on a déjà vu. Donc, ce qui va m'intéresser, bon, donc ça, oui, c'est plutôt redite. Donc, si je me focalise sur mon système, hein, pour résumer, ça va être un programme informatique, des réalisations matérielles, ça peut être l'un ou l'autre, et ça peut être évidemment cet aspect ensemble logiciel plus matériel. Et là, ce qu'on va regarder, c'est cette opposition approche fonctionnelle versus approche comportementale. Alors, de manière très formelle, quand on étudie un système, on peut considérer qu'il s'agit de l'étude de complexes euh, d'éléments et que ces complexes composés d'un certain nombre d'éléments, en fait, ça peut correspondre soit au même système, soit à des systèmes différents. Et ça dépend évidemment du nombre d'éléments, c'est-à-dire que si j'ai un système qui est comme ça avec 4 boules là, et puis un autre système, il y en a 5, on peut dire oui, ils sont différents parce qu'ils n'ont pas le même nombre d'éléments. OK. Est-ce que c'est important? Pas évident. Mais ça fait une différence. Les espèces, évidemment, c'est-à-dire si j'ai des ronds et des carrés, c'est pas pareil. Il n'y avait que des ronds, que des carrés. Et l'autre chose qui va compter beaucoup dans le système, et ça va être notre point important, c'est les relations entre les éléments. Et on va considérer que ces relations entre les éléments vont permettre, entre guillemets, d'avoir ce qu'on appelle des caractéristiques qui sont dites constitutives.
C'est-à-dire que le système, c'est pas juste les éléments qu'on manipule, mais c'est le comment on va les relier les uns aux autres. Et c'est ça qui va être très important, c'est-à-dire que entre le fait de les relier à la chaîne comme ça ou de les mettre en boucle, on peut imaginer qu'on constitue des systèmes qui vont avoir des propriétés différentes à cause de la manière de les connecter, même si en plus les connexions sont les mêmes. OK? Les réseaux de neurones peuvent être de très bons exemples de ce genre de choses, puisque si vous prenez des neurones artificiels, dans les cas les plus simples, tous les neurones artificiels ont les mêmes propriétés, les mêmes capacités de calcul. Toutes leurs connexions ont globalement les mêmes propriétés, mais selon comment vous allez connecter ces neurones en réseau, eh bien, vous allez avoir un réseau de neurones qui aura des propriétés complètement différentes d'un autre réseau de neurones. Okay. On va pouvoir avoir des réseaux de neurones qui vont reconnaître des formes, des réseaux de neurones encore avec la même petite mécanique dedans, qui vont être capables de traiter du langage naturel, de traiter de l'audio, de contrôler un bras de robot, tout ce que vous voulez. Donc au final, c'est ça la chose importante, c'est de se dire, ce qui compte, c'est pas le calcul élémentaire que l'on fait, c'est comment on crée le réseau. Alors, l'autre élément aussi, c'est de vous expliquer que le fait que le tout est plus que la somme de ses parties, c'est vrai. C'est pas juste une maxime comme ça, mais que maintenant vous êtes à un niveau scolaire où vous devriez être capable de manipuler cette maxime-là et de faire vous aussi des systèmes dont le tout sera plus que la somme de ses parties. Donc ça c'est l'histoire que 1 plus 1, ça fait pas forcément 2, mais que ça peut faire plus que 2. Alors attention, ça peut faire aussi moins que 2. D'accord? C'est-à-dire que si le tout peut être plus que la somme de ses parties, et ça, c'est l'objectif positif du cours, mon objectif, c'est aussi de vous apprendre que si vous ne faites pas attention, le tout sera moins que la somme de ses parties, et notamment, ça sera un certain nombre de ces bugs qu'on peut avoir dans les grands systèmes informatiques, et le fait qu'un nombre important de ces grands systèmes informatiques n'ont jamais fonctionné. Et ça, notamment, c'est la plaie en France avec les administrations qui veulent tout le temps fabriquer des très gros systèmes informatiques et qui les sous-traitent à des sociétés de services qui sont contentes de gagner de l'argent année après année parce que les spécifs ont été bien faits et parce que ça respecte les spécifs. Mais à la fin, le respect des spécifs fait un produit qui ne fonctionne pas. Mais voilà, on s'est dédouané parce qu'on a fait exactement ce qui avait été dit. Et souvent, c'est des dizaines d'années, enfin, même c'est des milliers d'années hommes qui sont dépensés et voilà, à la fin, on n'a rien qui fonctionne. Voilà, il y a vraiment, enfin voilà, ça permet au grand groupe de vivre, hein, mais c'est globalement une honte par rapport à l'ingénierie. Alors, un exemple de cette chose-là, ben voilà, je peux démonter un peu le matériel. Voilà, ouais, je vais profiter de ça. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que si je prends une corde, enfin, d'accord, ou un élément de ce type-là, ça a des propriétés. Point. Okay. Ça a des propriétés, ça me permet de connecter des choses. Ça fait que si je tire sur l'un ou sur l'autre, ben forcément, ça vient et voilà, il y a cette dépendance que je vais introduire entre deux éléments. Si j'ai un objet comme cette souris, ben je le lâche, tac, il va tomber. OK? Donc, en fait, c'est une masse et ça a des propriétés qui sont élémentaires et qui sont relativement limitées. Si maintenant, j'imagine qu'il y a un support et ma main va faire l'office de support, ben, c'est un truc qui ne bouge pas et qui n'a rien d'autre comme propriété que le fait de ne pas bouger. Et maintenant, si je mets ces trois éléments, que je les connecte et que j'ai une condition initiale un peu particulière, ce que je vois apparaître, c'est un phénomène qui n'appartient à aucun de mes trois éléments. C'est le fait que ces trois éléments, ça oscille et que j'ai fabriqué un oscillateur. Et que cet oscillateur a une certaine période. Et que cette période, elle est fonction de plein de trucs que vous avez appris à calculer en physique. Et vous voyez, la chose qui est intéressante, c'est que là, je suis sur un système qui a une propriété émergente. Et la partie et la manière dont je vais parler, moi, de l'émergence, c'est pas un truc mystique et compagnie, hein, c'est quelque chose qui va pouvoir être calculé et qui va correspondre à des lois particulières qui sont liées au système dynamique. D'accord? Donc, il y a des propriétés émergentes parce que j'ai affaire à des systèmes dynamiques. Et donc, j'ai bien cette notion-là que le tout est plus que la somme de ses parties. OK? Voilà. Et alors ça, on en parle aussi donc en psychologie. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la Gestalt ou la théorie des formes, dont on parlera pas mal dans le cours de vision naturelle et artificielle.
qui s'intéresse sur le fait que notre système visuel ne fonctionne que sur la base de propriétés émergentes. Et que tout ce qu'on perçoit, en fait, c'est tout le temps lié à des aspects de propriétés émergentes, parce que justement, nos réseaux de neurones vont employer à fond ce côté des propriétés émergentes et de certaines dynamiques avec l'environnement. Donc, environnement qui est au sens large, puisque l'environnement, ça peut être, entre guillemets, les pixels d'une image peuvent constituer un environnement. Alors, voilà. Ça pourrait démarrer normalement si je me dis, prends pas comme un manche. Ah voilà, bon, mieux là. Donc ça, vous voyez, c'était l'une des dernières versions du robot humanoïde de Honda, qui à l'époque donc était capable donc de marcher, mais en même temps avait alors une caméra et puis des capteurs divers, que ce soit ultrasons, télémètres laser, qui lui permettaient de faire de l'évitement d'obstacles et donc d'adapter sa trajectoire à son environnement. Et là, si on le montre marcher sur ces choses un peu bizarres, c'est parce que les toutes premières versions du robot humanoïde de Honda étaient complètement incapables de marcher là-dessus. Parce que par conception, on l'avait entraîné, enfin, les ingénieurs avaient développé pour que ça fonctionne sur un sol parfaitement plat. Et dès que le sol n'était pas parfaitement plat, ça ne marchait plus du tout parce que la planification classique ne pouvait pas tenir compte de ces choses-là qui étaient inconnues. Et là, vous voyez le côté de ah ben tiens, mon robot, il est capable de vous apporter le café. Donc c'est bon, c'est résolu, tout va bien marcher. Mais regardez, alors il est super précis, hein, regardez, il pose le café au bon endroit. Mais qu'est-ce que ça veut surtout dire? C'est que tout est scripté et qu'il ne peut